Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Les démons de Dostoïevski. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je poursuis cette lecture, nous en étions au chapitre 9. Voilà. Je ferai remarquer à ce propos que nombre de gens chez nous s'imaginaient qu'il arriverait des choses extraordinaires le jour de la publication du manifeste, et précisément des choses dans le genre de celles dont parlait Lipoutine. Et dire que ces gens se posaient en hommes politiques et prétendaient connaître le peuple. Stéphane Trofimovitch partageait ces craintes. Semble-t-il, si bien qu'à la veille, presque du grand jour, il demanda brusquement à Varvara Petrovna de le faire partir pour l'étranger. Bref, il se sentait inquiet. Mais le grand jour passa, et au bout d'un certain temps, Stéphane Trofimovitch retrouva son sourire hautain. Il développa devant nous quelques considérations remarquables sur le caractère des Russes en général et sur celui des paysans en particulier. En gens pressés que nous sommes, nous avons été trop vite avec nos bons moujiks, conclut-il. Nous les avons mis à la mode. Et toute une partie de notre littérature s'est jetée dessus, comme sur un trésor nouvellement découvert, et s'y est consacrée pendant des années. Nous couronnions de laurier des têtes pouilleuses. Or, depuis qu'il existe, depuis 1 millier d'années, le paysan russe ne nous a donné que le Kamarinskaya, un poète russe remarquable et non dépourvu d'esprit. En voyant pour la première fois sur la scène la grande Rachel, s'écria enthousiasmé. Je n'échangerai pas Rachel contre un moujik. J'irai plus loin encore, je refuse d'échanger Rachel contre tous les moujiks russes. Il est temps de voir les choses comme elles sont et de ne pas mélanger notre vulgaire goudron national au bouquet de l'impératrice. Lipoutine en convint aussitôt, mais observa qu'au nom de l'idée, il était nécessaire en ce temps-là de jouer la comédie et de célébrer le moujik. Il ajouta que des dames de la haute société avaient versé des larmes abondantes à la lecture d'Anton Goremika et que certaines d'entre elles étaient même allées jusqu'à écrire de Paris à leur gérant pour qu'à l'avenir les paysans fussent traités aussi humainement que possible. Cependant, comme par un fait exprès, on apprit bientôt que des événements fâcheux s'étaient produits dans notre province, à 15 verstes de Skvorechniki. Et dès le premier moment des mois, on y envoya un détachement armé. Pour le coup, l'émotion de Stéphane Trofimovitch fut si forte que nous aussi, nous prîmes peur. Il criait au club qu'on aurait dû envoyer un détachement plus important et faire venir par télégraphe les renforts du district voisin. Il se précipita chez le gouverneur pour lui assurer qu'il n'y était pour rien, le suppliant de ne pas le mêler à cette histoire, comme on pouvait être tenté de le faire vu son passé. Il proposa même qu'on transmît sa déclaration à qui de droit à Pétersbourg. Par bonheur, l'incident se termina rapidement et n'eut pas de suite. Mais en cette circonstance, Stéphane Trofimovitch m'étonna fort. 3 ans plus tard environ, on se mit à discourir de nationalité et d'opinion publique. Stéphane Trofimovitch riait beaucoup de tout cela. Mais mes amis, nous disait-il, si notre nationalité a effectivement pris naissance, comme l'assurent aujourd'hui les journaux, elle est encore sur les bancs de l'école, de quelque école allemande, en train de lire un livre allemand et d'annonner son éternelle leçon d'allemand devant un maître allemand qui la met au besoin à genoux. Pour ce qui est de ce dernier, je l'approuve, mais il est plus que probable qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a rien de nouveau et que tout marche comme avant, c'est-à-dire à la grâce de Dieu. Et selon moi, c'est amplement suffisant pour la Russie, pour notre Sainte Russie. Du reste, tous ces discours sur le panslavisme et les nationalités, tout cela est trop vieux pour être nouveau.
En somme, la nationalité n'a jamais été chez nous qu'une invention de seigneurs désœuvrés, et qui plus est, de seigneurs moscovites. Je ne parle évidemment pas de l'époque, du prince Igor. Bref, tout cela vient de notre oisiveté. Aussi bien, tout ce qui est bon, sympathique chez nous, vient de l'oisiveté, de notre délicieuse oisiveté seigneuriale, cultivée et capricieuse. Je ne cesse de le répéter depuis des années. Nous ne savons pas vivre de notre travail. Qu'ont-ils tous à faire tant de tapage maintenant autour de je ne sais quelle opinion publique qui vient soi-disant de naître et qui nous est tombée brusquement du ciel, comme ça, de but en blanc? Ne comprend-on pas que pour acquérir une opinion, il faut avant tout travailler soi-même. Il faut de la pratique, de l'expérience. On n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien pour rien. Mettons-nous au travail et nous pourrons avoir une opinion à nous. Or, comme nous ne travaillerons jamais, ce seront les autres qui auront une opinion de nous. Ceux-là même qui travaillent pour nous, c'est-à-dire encore et toujours l'Europe, encore et toujours les Allemands, nos maîtres depuis 2 siècles. De plus, la Russie est un malentendu si immense que nous ne parviendrons jamais à le résoudre seuls, sans les Allemands et sans labeur. Voilà déjà 20 ans que je ne cesse de sonner le tocsin et d'appeler au travail. J'ai sacrifié toute ma vie à cet appel. Et, fou que je l'étais, je croyais réussir. Je n'ai plus la foi maintenant, mais je continue de sonner et je continuerai ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à la tombe. Je tirerai la corde jusqu'à ce que sonne l'heure de mon requiem. Hélas, nous ne faisions que dire Amen à ces paroles. Nous applaudissions notre maître, et avec quelle chaleur encore. Cependant, messieurs, ce vieux bavardage russe, si intelligent, si charmant, si libéral, ne résonne-t-il pas encore aujourd'hui à nos oreilles, et même assez souvent? Notre maître croyait en Dieu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'on m'a fait ici une réputation d'athéisme, disait-il parfois. Je crois en Dieu, mais distinguons. J'y crois comme un être qui ne prend conscience de soi qu'en moi. Je ne peux cependant pas avoir la foi de ma servante Nastasia, ou d'un seigneur quelconque qui croit à tout hasard, ou de notre charmant Chatov. Du reste, Chatov ne compte pas. Chatov croit en se faisant violence, comme un slavophile de Moscou. Pour ce qui est du christianisme, malgré le respect sincère que je lui porte, je ne suis pas chrétien. Je suis plutôt un païen de l'Antiquité, à la façon du grand Goutte et des anciens Grecs. Ne serait-ce que ce fait que le christianisme n'a pas compris la femme, comme l'a admirablement montré George Sand dans l'un de ses romans de génie. Quant aux exercices de piété, jeûne, etc., je ne comprends pas pourquoi les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Nos mouchards auront beau s'agiter, je n'ai nulle envie de faire le jésuite. En 1847, Belansky était à l'étranger. Écrivit à Gogol sa fameuse lettre où il lui reprochait amèrement de croire à je ne sais quel dieu. Entre nous soit dit, je ne puis imaginer rien de plus drôle que la minute où Gogol, le Gogol d'alors, lut cette phrase et le reste de la lettre. Mais trêve de plaisanterie, et puisque malgré tout, nous sommes d'accord sur le fond de la question, je dirais voilà des hommes. Ceux-là savaient aimer leur peuple. Ils savaient souffrir pour lui. Ils sacrifiaient tout pour lui. Mais en même temps, ils savaient, quand il le fallait, lui résister sur certains points et ne pas le flatter. Belinsky ne pouvait pourtant pas chercher le salut dans le jeûne et les cierges. Mais alors intervenait Tchatov. Jamais ces hommes n'ont aimé le peuple. Jamais ils n'ont souffert pour lui et ne lui ont rien sacrifié. Mais ils ne se complaisaient tout simplement à leur propre imagination, grommelait-il d'un air sombre, les yeux à terre et en s'agitant sur sa chaise. Ils n'aimaient pas le peuple, eux, hurlait Stéphane Trofimovitch. Oh, comme ils l'aimaient, la Russie. Non, ni le peuple ni la Russie, hurlait Tchatov à son tour, les yeux ardents. On ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas.
Or, ils ne comprenaient absolument rien au peuple russe. Tous, et vous avec eux. Vous êtes passés à côté du peuple sans même le voir. Et Belinsky, tout particulièrement. Sa lettre à Gogol le prouve suffisamment. Tout comme le curieux de la fable de Krylov, Belinsky n'a pas remarqué l'éléphant qui se trouvait dans le musée, n'ayant Dieu que pour les insectes sociaux venus de France. Il n'est pas allé plus loin. Et cependant, c'était peut-être le plus intelligent de vous tous. Non seulement vous ne connaissiez pas le peuple, mais vous n'aviez pour lui que le plus abominable mépris, parce que le peuple pour vous, c'était uniquement le peuple français, et même les seuls Parisiens. Et vous étiez honteux de ce que le peuple russe ne leur ressembla pas. C'est la vérité pure. Or, celui qui n'a point de peuple n'a point de Dieu. Sachez que tous ceux qui cessent de comprendre leur peuple et n'ont plus de contact avec lui, perdent dans la même mesure la foi de leur père et deviennent des athées ou des indifférents. Ce que je dis est exact. C'est un fait qu'il est qu'il est facile de prouver. Voilà pourquoi nous sommes tous maintenant, de vils athées ou de misérables indifférents, de rien du tout. Et vous aussi, Stéphane Trofimovitch, je ne fais pas d'exception pour vous. C'est même vous que je visais tout spécialement. Sachez-le. D'ordinaire, ayant lancé une tirade de ce genre, et cela lui arrivait souvent, Tchatov empoignait son chapeau et se précipitait vers la porte, fermement persuadé que tout était fini maintenant, et que ses relations amicales avec Stéphane Trofimovitch étaient rompues à jamais. Mais celui-ci parvenait à l'arrêter à temps. Eh bien, Tchatov, si l'on se réconciliait après cet échange des gentils propos, disait-il avec bonhomie en lui tendant la main. Gauche et pudique, Tchatov n'aimait pas les effusions sentimentales. Son aspect était fruste, mais son âme délicate, je crois. Il lui arrivait souvent de perdre le sentiment de la mesure, mais il était le premier à en souffrir. En réponse aux paroles de paix de Stéphane Trofimovitch, il grommelait quelques mots indistincts, dansait sur place à la façon d'un ours, puis soudain souriait gauchement, posait son chapeau et reprenait sa chaise, les yeux toujours fixés à terre. On apportait alors du vin, bien entendu, et Stéphane Trofimovitch portait un toast de circonstance à la mémoire, par exemple, de l'un de ceux qui avaient illustré la génération précédente. Partie 2. Le prince Harry, proposition de mariage. Chapitre 1. Il existait encore au monde un être auquel Varvara Petrovna était attachée non moins qu'à Stéphane Trofimovitch. Son fils unique, Nikolai Vsevolodovitch Stavrogin. C'était pour se charger de son éducation que Stéphane Trofimovitch avait été invité à s'installer à Skvoreshniki. L'enfant avait à cette époque près de 8 ans. Son père, le général Stavrogin, s'était déjà séparé de Varvara Petrovna, qui veillait donc seule sur son fils. Il faut rendre cette justice à Stéphane Trofimovitch, qu'il réussit à gagner l'affection de son élève. Tout son secret se réduisait à ceci, que lui-même était un enfant. Je ne le connaissais pas encore en ce temps, or il avait absolument besoin d'avoir un véritable ami auprès de lui. Aussitôt n'hésita-t-il pas à se faire un ami du petit Nikolai Stavrogin. Dès que celui-ci sortit de la première enfance, ils se trouvèrent tout naturellement sur un pied de parfaite égalité. Plus d'une fois, il arriva à Stéphane Trofimovitch de réveiller la nuit son petit ami de 10 ou 11 ans, uniquement pour lui déverser ses sentiments d'amertume ou bien pour lui révéler quelques secrets domestiques, sans se rendre compte combien semblable indiscrétion était déplacée. Ils se jetaient dans les bras l'un de l'autre et pleuraient. L'enfant savait combien sa mère l'aimait, mais il est peu probable qu'il eût pour elle les mêmes sentiments. Elle ne lui adressait la parole que rarement, et bien qu'elle le laissât assez libre, il ressentait douloureusement son regard attentif qui le suivait partout. Du reste, pour tout ce qui concernait l'instruction et le développement moral de son fils, Varvara Petrovna s'en remettait entièrement à Stéphane Trofimovitch, car elle avait en lui, à cette époque, une confiance absolue.
Il faut croire que pour finir, le précepteur détraqua quelque peu les nerfs de son élève. Quand à l'âge de 16 ans on fit entrer celui-ci au lycée, c'était un adolescent pâle et malingre, étrangement taciturne et rêveur. Plus tard, il acquit une vigueur physique extraordinaire. Il y a lieu aussi de croire que les amis pleuraient la nuit et se jetaient dans les bras l'un de l'autre, non pas uniquement à cause d'incidents domestiques. Stéphane Trofimovitch était parvenu à toucher certaines des fibres les plus secrètes de son élève et à éveiller en lui le pressentiment encore vague de cette tristesse sacrée qu'une âme d'élite, après l'avoir goûtée, ne consentira jamais plus à échanger contre les plaisirs ordinaires. Il existe même des amateurs qui apprécient cette tristesse bien plus que la satisfaction la plus complète, supposer que celle-ci soit possible. En tout cas, on fit bien de séparer, quoique peu tardivement, le pupille de son mentor. Pendant les 2 premières années de ses études au lycée, le jeune homme vint passer ses vacances à la maison. Lors du séjour à Pétersbourg, de Varvara Petrovna et de Stéphane Trofimovitch, il assista à quelques-unes des soirées littéraires de sa mère, se bornant à écouter et à observer. Il parlait peu et se montrait comme par le passé, doux et timide. À l'égard de Stéphane Trofimovitch, il conservait toujours la même attitude, confiante et affectueuse, tout en observant cependant une certaine réserve. Il évitait visiblement d'aborder avec lui les sujets élevés et d'évoquer le passé. Ses études terminées, il choisit, sur le désir de sa mère, la carrière militaire et entra bientôt dans l'un des plus brillants régiments, la cavalerie de la garde. Il ne vint pas se faire voir en uniforme à sa mère, et ses lettres se firent rares. Varvara Petrovna lui envoyait de quoi vivre largement, bien que depuis l'abolition du servage, les revenus de ses propriétés fussent tombés si bas qu'elle ne percevait même pas la moitié des sommes qu'elle touchait autrefois. Il est vrai que grâce à son économie, elle avait amassé un assez joli capital. Elle suivait avec un grand intérêt les succès de son fils dans la haute société pétersbourgeoise, là où elle avait échoué. Le jeune officier, riche et plein d'espérance, réussissait brillamment. Il renoua certaines relations auxquelles elle-même ne pouvait plus songer, et on le recevait partout avec grand plaisir. Bientôt, cependant, des bruits fort étranges commencèrent à parvenir aux oreilles de Varvara Petrovna. Brusquement, le jeune homme s'était mis à faire une noce enragée. Non qu'il jouât cependant ou s'enivrât. Il s'agissait, disait-on, d'actes de violence, de sauvagerie, des gens écrasés par des chevaux, d'une dame de la bonne société avec laquelle il avait eu une liaison et qu'il avait ensuite publiquement outragée. Cette dernière histoire présentait un caractère particulièrement cynique, ignoble. On racontait aussi qu'il se conduisait comme un bretteur, cherchant querelle aux gens et les insultant pour le plaisir de les insulter. Ces nouvelles plongèrent Varvara Petrovna dans l'inquiétude et l'angoisse. Stéphane Trofimovitch lui assura cependant que ce n'était là que les élans fougueux d'une nature trop richement douée, que la mère se calmerait et que tout cela, en somme, rappelait fort la jeunesse du prince Harry qui, comme nous, le représente Shakespeare, se livrait à tous les excès dans la compagnie de Falstaff. Point et Mistress Quickly. Cette fois, Varvara Petrovna ne cria pas à son amie « Bêtise, bêtise que tout cela », ainsi qu'elle en avait l'habitude ces derniers temps, mais prit ses paroles au sérieux, exigea des explications plus détaillées et lut elle-même l'immortelle chronique avec la plus grande attention. Mais Shakespeare ne la tranquillisa pas. La ressemblance, à son avis, n'était pas aussi frappante que le prétendait Stéphane Trofimovitch. Elle attendait avec fièvre une réponse aux lettres qu'elle avait écrites pour obtenir des renseignements. Les réponses ne tardèrent pas. On apprit que le prince Harry avait eu coup sur coup
2 duels où tous les torts étaient de son côté. L'un de ses adversaires avait été tué. L'autre, gravement blessé. À la suite de quoi le jeune Stravogin passa en cour martiale. Il fut condamné à la dégradation et envoyé comme simple soldat dans un régiment d'infanterie. Et encore, ces juges s'étaient-ils montrés d'une indulgence extraordinaire. En 1863, il réussit à se distinguer. Il fut décoré et promu sous-officier. Puis, après un délai étrangement court, on le réintégra dans son grade. Durant cette période, Varvara Petrovna avait expédié à Pétersbourg près d'une centaine de lettres, priant et suppliant pour son fils. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle se décida même à certaines démarches humiliantes. Dès qu'il fut de nouveau officier, le jeune homme présenta sa démission. Il ne revint cependant pas à Skvoreshniki et cessa même complètement d'écrire à sa mère. On apprit finalement par des voies détournées qu'il était rentré à Pétersbourg, mais qu'on ne le voyait plus dans la société qu'il fréquentait auparavant. Il se cachait, semblait-il. Bientôt, on découvrit qu'il vivait parmi des gens étranges, le rebut de la populace pétersbourgeoise, va-nu-pied, petit fonctionnaire miséreux, militaire, en retraite, pratiquant plus ou moins honnêtement la mendicité, et adonné à l'ivrognerie. Il présentait, paraît-il, leur misérable famille, passait ses jours et ses nuits dans de sombres taudis, et Dieu sait encore dans quels endroits louches, et ne prenait plus aucun soin de sa personne. Apparemment, il trouvait plaisir à ce genre de vie. Il ne réclamait pas d'argent à sa mère. Du reste, il avait une petite propriété que lui avait laissée son père et qui devait lui rapporter quelque chose, si peu que ce fût. Elle était affermée, disait-on, à un Allemand originaire de la Saxe. Finalement, Varvara Petrovna obtint, et à force de supplications, qu'il revint auprès d'elle, et le prince Harry fit son apparition dans notre ville. C'est alors que je pus le voir pour la première fois, car je ne l'avais jamais encore rencontré jusqu'ici. C'était un jeune homme de 25 ans, extrêmement beau et qui, je l'avoue, me frappa dès le premier abord. Je m'attendais à voir une sorte de locteux malpropre, sentant l'eau de vie au visage marqué par la débauche. Or, c'était le plus élégant des gentlemen que j'eusse jamais rencontré. Fort bien mis, et dont l'attitude et les manières raffinées étaient celles d'un homme de la meilleure compagnie. Je ne fus pas le seul à en être surpris. L'étonnement fut général dans notre ville. Et l'on était bien entendu au courant de toute la biographie de M. Stravogin, y compris des détails tels que l'on ne pouvait comprendre d'où ils provenaient. Le plus surprenant, c'est que la moitié au moins de ces enseignements se révélèrent exacts. Toutes nos dames devinrent aussitôt folles de notre nouvel hôte. Elles se divisèrent en 2 camps bien tranchés. Les unes étaient en adoration devant lui, les autres le détestaient mortellement, mais tout en raffolaient. Certaines d'entre elles se sentaient particulièrement attirées vers lui, à l'idée que son âme devait certainement recéler quelque mystère fatal. Quelques-unes se plaisaient à voir en lui un assassin. Il se trouva qu'il était instruit et possédait même des connaissances assez étendues. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.